Bonsoir à tous. Donc, je travaille en réanimation à l'hôpital Bichat à Paris, comme vous le savez. Donc, on va discuter dans le cadre de ce webinaire de la prise en charge initiale des méningites et des encéphalites infectieuses. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation en dehors de contrat de recherche avec le ministère de la Santé. Alors, quand on parle de méningite et d'encéphalite, on parle de syndrome neurologique, comme vous le savez. L'encéphalite, c'est un syndrome qui désigne une inflammation aiguë ou subaiguë du parenchyme cérébral qui va donner des signes neurologiques en rapport avec le plus souvent une infection le plus souvent virale, et moins fréquemment avec des maladies auto-immunes qui sont pourvoyeuses de signes neurologiques inflammatoires. Alors, les signes cardinaux que vous connaissez sont en fait la confusion ou le trouble neurologique fébrile, la confusion fébrile, auxquels peuvent s'ajouter des signes méningés, des signes focaux et des convulsions, qu'elles soient focales là aussi ou généralisées, qui reflètent en fait les altérations neurologiques, enfin les altérations et les lésions du parenchyme cérébral. Et donc, dans les cas les plus graves, ces troubles neurologiques peuvent aller jusqu'au coma. Alors, à ce syndrome d'encéphalite, on compare classiquement donc, la méningite, qui est stricto sensu, donc en fait une inflammation au niveau des espaces sous-arachnoïdiens. L'inflammation est liée en fait à une invasion par des bactéries de ces espaces sous-arachnoïdiens, et c'est les signes inflammatoires c'est l'inflammation qui engendre les symptômes que vous connaissez, le syndrome méningé fébrile, qui, là aussi, dans les cas les plus graves, le plus souvent par le biais de complications, peut donner des troubles de conscience, des signes focaux ou des convulsions. Donc, sur le côté syndromique initial que vous voyez sur la diapositive, vous êtes d'accord que c'est quand même très difficile de faire la part des choses quand le patient vous est adressé en réanimation pour troubles neurologiques fébriles. Et bien sûr, on va aller plus loin en termes d'investigation pour caractériser les choses. Donc, je vous propose de commencer cette soirée par un cas clinique. Donc, c'est juste pour un petit peu planter le décor. Il s'agit d'un homme de 40 ans qui n'a pas d'antécédents neurologiques connus, qui boit de l'alcool occasionnellement, et pas d'antécédents notables, qui est retrouvé somnolent au domicile par sa femme, et il va être amené donc, au SAU après une histoire relativement courte de fièvre et de céphalée depuis 3 jours. Et à la prise en charge initiale, il est Glasgow 13. Il a 39,1 degrés de température, comme vous voyez. Pas de syndrome méningé classique noté à l'admission, pas de signe neurologique focal. Et puis les constantes sur le plan hémodynamique et circulatoire, il ne pose pas de problème. Il a une fréquence respiratoire à 20 par ailleurs, une saturation à 99% en air ambiant. Alors, les choses un petit peu évidentes pour rentrer dans le vif du sujet, c'est que les infectiologues, la société d'infectiologie vous rappelle que tout trouble neurologique aigu, toute dysfonction aiguë du système nerveux central associée à de la fièvre doit faire évoquer une méningo-encéphalite infectieuse jusqu'à preuve du contraire. Et donc, je vous propose de faire un petit peu vous faire travailler un petit peu en début de présentation. Donc, à l'arrivée devant ce patient, quelle est votre conduite à tenir? Laquelle de ces propositions pour vous semble la plus adaptée? Alors, je vous laisse lire les items, et puis je vous propose par exemple, si vous le souhaitez, de répondre sur le chat. Donc, qui débute un traitement antibiotique avant toute chose. On rappelle que ce patient de 40 ans a un Glasgow 13, il a de la fièvre, donc il est somnolent, il n'a pas de signes focaux, pas d'antécédents, et vous êtes aux urgences, et donc en fait l'infirmier ou l'infirmière se retourne vers vous et vous demande la conduite à tenir. Donc petit a, grand A, pardon, antibiotique, PL d'emblée, imagerie avant PL, ou on donne un petit peu de temps, surveillance simple, car l'absence de syndrome méningé clinique rend le diagnostic de méningite bactérienne peu probable. Donc je vois quelques personnes qui se mouillent et qui répondent B. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent discuter une autre réponse à ce stade? Il n'y a pas forcément de piège dans les questions. Le but, c'est de tester
votre capacité à raisonner en temps réel, hein. Et donc, je vois que, bon, il y a 3 réponses sur 3 pour le B. Il y a imagerie puis PL qui a été suggéré aussi. Et donc, alors, pour commencer, hein, donc la réponse effectivement, qu'on attend ici, hein, c'est, de faire une ponction lombaire d'emblée. Alors, pourquoi la ponction lombaire? La ponction lombaire, elle va vous permettre, dans ce cas, précis chez ce patient, de faire un diagnostic rapide de méningite, présumée bactérienne, hein, devant la constatation macroscopique du LCR, ici en photo, qui est trouble. Je vous ai mis, par comparaison le LCR normal eau de roche, voilà, que vous avez en tête, bien entendu. Et donc, l'examen macroscopique, en quelques minutes, vous permet, d'orienter le diagnostic devant ce tableau de confusion, de troubles neurologiques fébriles. Alors, ce qui a été fait, chez ce patient, et je vous décris le cas, hein, donc la pression d'ouverture a été mesurée et ont été débutés dès la constatation du LCS trouble, un traitement associant, antibiotiques d'une part, donc céphalosporine de 3e génération, et corticothérapie adjuvante d'autre part. Donc ces éléments, bien sûr, sur lesquels nous allons revenir au cours de la présentation. Vous voyez ici donc l'examen direct, du LCS par coloration dite de Gram, qui est disponible, donc bien sûr en temps réel pour peu que vous preniez le temps de prévenir le microbiologiste, qui va vous permettre de poser, un diagnostic de méningite bactérienne, ici avec des diplocoques, donc à pneumocoque chez ce patient de 40 ans avec des antécédents d'alcool. Alors, dans les choses qui sont importantes à comprendre, hein, si on parle des méningites bactériennes, c'est que les méningites, c'est une infection, de l'espace sous-arachnoïdien, hein, qui est ici en fait représenté en vert sur le schéma en coupe sagittale, avec une dissémination des bactéries, du compartiment sanguin vers le compartiment, méningé à travers une barrière hémato-encéphalique. Sans que je revienne sur les mécanismes de neuroinvasion, c'est l'inflammation, sous-arachnoïdienne qui engendre les symptômes, fièvre, céphalée, raideur méningée. Et chez les patients des plus graves, on peut avoir en fait, hein, des troubles de conscience, des signes focaux par atteinte parenchymateuse cérébrale, qui peut se faire soit par contiguïté, par diffusion de l'inflammation de proche en proche, soit par le biais de complications neurologiques, qui sont des complications le plus souvent indirectes et qui font toute la gravité du pronostic, comme vous allez le voir. Alors, sur le plan épidémiologique pour le diagnostic, quelles sont les priorités et les choses à connaître? Dans la prise en charge initiale de ce patient, il faut avoir en tête que l'épidémiologie des méningites bactériennes est relativement simple, hein, pour les méningites bactériennes communautaires. Vous voyez rappelé sur ce schéma globalement l'incidence en ordonnée qui diminue très nettement. Donc, c'est une pathologie qu'on voit de moins en moins fréquemment du fait des campagnes de vaccination répétées au cours des décennies là, que vous voyez apparaître. Vous voyez que l'âge au diagnostic augmente, ça c'est en ordonnée sur la droite de la diapositive, hein, avec la courbe verte, où vous voyez qu'en fait, on voit de moins en moins de cas, mais chez des gens de plus en plus âgés, donc des patients adultes que vous serez amenés à prendre en charge. Et vous voyez la répartition des pathogènes que vous avez en tête, hein, normalement, globalement. Chez l'adulte, essentiellement, donc en vert, SP, c'est Streptococcus pneumoniae. HIB, c'est Haemophilus influenza B, donc qui est quasiment inexistant du fait de la vaccination importante maintenant. Le streptocoque du groupe B, qui est essentiellement des cas de néonatologie et de petite enfance. Le méningocoque en gris clair et la listériose en jaune. Donc vous voyez que clairement, hein, d'emblée, ce qui se détache, c'est, comme vous le savez, le pneumocoque comme pathogène principal. Alors, quand on reprend ces pathogènes chez l'adulte, ici, donc, c'est l'étude qui a été faite en Europe, hein, aux Pays-Bas. Globalement, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est que chez l'adulte, méningocoque en bordeaux et pneumocoque en bleu foncé rendent compte d'à peu près 90% des étiologies, que le méningocoque devient anecdotique, en tout cas beaucoup moins fréquent chez les patients comorbides âgés, et que la listériose, qui est en bleu clair, est quasiment exclusivement observée chez les patients avec comorbidité. Donc finalement, en termes d'écologie et d'épidémiologie microbienne, c'est relativement simple comme message. Si on regarde la présentation clinique des méningites, ici ce sont des séries qui ont été faites dans différents pays d'Europe, qui sont résumées dans les recommandations européennes. Vous voyez que les signes cliniques cardinaux, hein, classiques, fièvre,
troubles de conscience, raideur méningée ne sont pas constamment retrouvés. Si vous prenez chacun de ces signes, hein, la prévalence chez des méningites qui sont finalement bactériologiquement, microbiologiquement confirmées, prenez la raideur méningée, par exemple, ça varie de 60% à 80%. Si vous prenez la fièvre, c'est 77 à 97%, mais c'est jamais 100%. Et si vous prenez la triade fièvre, raideur méningée et altération de la conscience, hein, qui est le signe qui va vous alerter le plus, vous voyez que c'est présent dans à peu près 40 à 50% des cas seulement, quel que soit le pays d'Europe ici, dans ces grandes séries multicentriques. Donc, les signes cliniques cardinaux peuvent manquer, et si vous regardez la capacité des signes cliniques à faire le diagnostic ou à écarter le diagnostic de méningite bactérienne, donc qui sera fait, le gold standard étant bien sûr la PL avec la culture positive, vous voyez que si vous regardez que la droite de la diapositive, la valeur prédictive positive ou négative de chacun de ces signes est très très imparfaite, hein, vous voyez 40 à 60%, quel que soit le signe clinique que vous regardez. Donc, c'est très insuffisant pour éliminer le diagnostic notamment, et donc vous ne pourrez pas couper, entre guillemets, à la ponction lombaire. Et donc ça, c'est des recommandations de grade A, hein, chez les patients avec méningite bactérienne. Les signes cliniques classiques peuvent être absents, et les méningites, bien sûr, ne seront pas écartés seulement sur la présentation clinique. Alors, il y a une personne qui m'a dit dans le chat qu'il fallait peut-être faire une imagerie cérébrale avant la ponction lombaire. Alors là, encore une fois, on a des recommandations de grade A qui vous rappellent, c'est des recommandations européennes, que l'imagerie cérébrale avant la ponction lombaire doit être uniquement proposée en cas de signes neurologiques focaux, c'est-à-dire de déficit à type d'hémiparésie, d'hémiplégie, à type de convulsion, s'il y a des signes à type de convulsion, qui ne sont pas expliqués par une épilepsie préexistante. Si le patient a des troubles neurologiques sévères, un trouble de conscience sévère défini par un score inférieur à 10 sur l'échelle de Glasgow, ou une immunodépression sévère, connue, parce qu'on sait que les signes cliniques peuvent être largement altérés en cas d'immunosuppression chronique. Et donc, si vous n'êtes pas dans une ou plusieurs de ces situations rappelées en orange, hein, l'imagerie cérébrale n'est pas recommandée en première intention. D'accord. Et donc, le but de l'imagerie, c'est quoi, hein? C'est d'éliminer, comme vous le savez, une contre-indication à la ponction lombaire, notamment un processus focal avec un risque d'engagement, hein, qui peut être précipité par la ponction lombaire. C'est une situation qui est extrêmement rare. Et globalement, les recommandations vont vers le message que les troubles de conscience de manière isolée, sans signes focaux, sans anomalie pupillaire, ne sont pas une contre-indication à la ponction lombaire. La seule chose que ça va faire, c'est que vous allez perdre du temps. Alors, les autres contre-indications qui sont pertinentes, absolues, hein, c'est deux choses. C'est la thrombopénie extrêmement profonde. Alors, je dis extrêmement, c'est moins de 20 000 plaquettes par millimètre cube. Et le patient sous anticoagulation efficace, qu'on ne peut pas antagoniser simplement. Ça, c'est une vraie contre-indication absolue. Elle n'est pas forcément définitive, hein. C'est des contre-indications absolues qui peuvent être transitoires et qu'on peut lever au bout de quelques heures, mais qui vont vous empêcher de faire la ponction lombaire. Je vous ramène, ou je vous renvoie à cette revue de la littérature, qui est une revue qui est plutôt bien faite sur les indications, les contre-indications à la ponction lombaire, et notamment en fonction de l'exposition à certains antiagrégants ou anticoagulants, les intervalles recommandés d'interruption du traitement. Et donc, c'est des choses qui sont pratiques, hein, qu'il faut savoir consulter au cas par cas si besoin. Alors, très clairement, les messages que vous devez retenir, hein, devant la suspicion clinique et la prise en charge du patient qu'on a vu en introduction, hein, c'est qu'il y a trois éléments importants à discuter. Un élément diagnostique microbiologique, hein, qui va être fait par les hémocultures qui sont systématiques, par la ponction lombaire en l'absence de contre-indication. Une fois ceci réalisé, si vous avez une suspicion clinique forte, ne pas attendre le résultat et débuter une antibiothérapie et de la corticothérapie adjuvante, hein, dès la constatation d'un LCS trouble. Et le troisième point pour vous, réanimateurs, hein, c'est de discuter l'admission précoce en réanimation chez les patients qui peuvent se dégrader, on va le voir, et essentiellement du fait de complications neurologiques qui font en fait toute la gravité du pronostic, et notamment pour les méningites à pneumocoque. Et donc, dans les recommandations, hein, ce qui est proposé, c'est que tout ceci doit être fait dans l'heure, comme on dit. Donc, il ne faut pas perdre de temps, notamment pour aller au scanner, pour éliminer une contre-indication quand il n'y a pas besoin. Vous allez perdre de précieuses minutes dans cet algorithme de prise en charge qui est, comme vous le voyez, relativement simple. Alors, une fois la ponction lombaire faite, hein, vous allez pouvoir vous orienter sur le caractère
plutôt bactérien, viral ou sur des causes plus rares, notamment chez l'immunodéprimé, par des choses simples, la biochimie, protéines, glucose, la cellularité et l'aspect macroscopique, et puis la prédominance de neutrophils ou de lymphocytes, comme vous le savez. Alors, dans les méningites bactériennes, ce qui est notable, c'est que la cellularité est le plus souvent élevée ou très élevée, c'est plusieurs centaines, plusieurs milliers d'éléments. C'est évidemment quasiment exclusivement des neutrophiles, c'est de l'inflammation aiguë. La protéinorachie, elle est en règle élevée et la glycorachie, elle est basse. Le paramètre le plus pertinent, c'est le ratio LCR sur 100 pour la glycorachie, donc le rapport, qui, quand il est inférieur à 0,4, est très prédictif de l'étiologie bactérienne. Les autres causes, notamment virales, tuberculose ou fongiques, ont des profils qui sont très différents, et on reviendra dessus, si vous le souhaitez, plus tard dans la présentation. Alors, toujours dans les éléments diagnostiques positifs qui sont importants, la coloration de Gram, l'examen direct, garde une sensibilité qui est intéressante. 80% des méningites prouvées à la culture ont un examen direct positif. La spécificité est relativement bonne, là aussi, vous voyez, 97%. Message important, l'examen de Gram n'est pas impacté par l'antibiothérapie initiale. Les méningites décapitées décapitent en général la culture, mais pas l'examen direct. Et les hémocultures, ne vous en passez pas. Dans les méningites confirmées bactériennes, vous voyez que elles sont positives dans 66% des cas, donc c'est absolument pas négligeable. Alors, dans les éléments importants que vous allez être amené à discuter, il y a bien sûr l'antibiothérapie initiale qui doit être appropriée. Alors, un message important, encore une fois, en termes de rapidité de prise en charge, si vous regardez la probabilité de pronostic défavorable, ici de décès, en fonction du délai d'administration des antibiotiques par rapport à l'admission à l'hôpital, vous voyez que chaque heure compte. Et dans cette étude multicentrique, vous voyez que la probabilité de décès augmente à peu près 13% par heure perdue, donc c'est une augmentation relative, mais très clairement, ça suggère qu'il ne faille pas perdre de temps dans ce contexte. Et donc, dans les recommandations, ce qui vous est proposé, c'est de débuter les antibiotiques le plus rapidement possible, que le délai, encore une fois, c'est moins d'1 heure, et que si vous pensez que la ponction lombaire doit être décalée pour une raison qui est celle d'une imagerie cérébrale, c'est-à-dire qu'en fait, vous craignez qu'il y ait une contre-indication intracrânienne à la ponction lombaire, et vous débutez le traitement antibiotique avant d'aller au scanner. Et donc ça, c'est le message principal de ce début de présentation. Ne perdez pas de temps avec ça, et je pense qu'on l'a dit plusieurs fois déjà, donc vous allez vous en rappeler. Alors, sur la microbiologie, vous avez vu que ce n'est pas très compliqué sur les patients qui n'ont pas d'antécédents. L'antibiothérapie empirique, elle va être basée sur une prescription de céfotaxime, 200 mg par kilo par jour en perfusion intermittente de 4 doses pour tous les patients. Donc, en pratique, il faut avoir des chiffres simples dans la tête. Donc, pour un patient de 80 kg, vous êtes à 16 grammes, et donc vous lui faites 4 grammes de céfotaxime en dose de charge sur 30 minutes, et vous avez effectué la première perfusion. Chez les patients qui ont voyagé dans des zones où la résistance aux céphalosporines est importante pour le pneumocoque, c'est notamment donc les zones en Europe du Sud, il faut adjoindre de la vancomycine ou de la rifampicine à votre antibiothérapie initiale, au choix. Et donc, très clairement, ce que vous notez, c'est que les posologies de vancomycine sont des posologies relativement élevées, 30 mg kg en bolus, puis 45-60 mg kg par jour. Et donc, c'est de la perfusion continue. Ça peut être un petit peu compliqué si les malades n'ont pas d'accès de voie veineuse centrale. La rifampicine, injection unique, 600 mg par jour IV. Donc, c'est peut-être beaucoup plus simple à administrer. Si le patient a des facteurs de risque de listériose, c'est notamment l'âge à plus de 50 ans, l'alcoolisme chronique, le cancer, le traitement immunosuppresseur. On va ajouter de l'amoxicilline aux posologies identiques, 200 mg kg jour, soit 16 grammes pour une personne de 80 kg. Donc, ce qui est important, c'est de couvrir largement à la phase très aiguë, sur la première prescription, mais surtout de savoir adapter et désescalader les choses très rapidement en fonction des différents éléments. Examen du LCR, examen
direct du LCR, le contexte clinique et la positivité éventuelle des hémocultures. Alors, retenez que les bêta-lactamines sont des antibiotiques, enfin, vous le savez, temps dépendants, et que le meilleur paramètre microbiologique connu est le pourcentage de temps passé au-dessus de la CMI. Qu'une perfusion intermittente vous permet en général, quand elle est faite toutes les 4 heures, de passer 45% du temps au-dessus de la CMI, alors qu'une perfusion continue, euh, précédée par un bolus, hein, donc si vous administrez les 200 mg kg IVSE sur 24 heures, 200 à 300 mg kg suivant les recommandations, après un bolus de 4 grammes, vous passez théoriquement 100% du temps au-dessus de la CMI, et donc il y a potentiellement un effet bénéfique dans les infections graves. Comme vous le savez, ce n'est pas parfaitement démontré, mais je pense que vous êtes parfois amené dans vos services à faire de la perfusion continue, et c'est proposé aussi pour les méningites. Dans la façon d'administrer les antibiotiques, retenez aussi que la clairance augmentée à la phase aiguë est fréquente chez les patients jeunes, chez les patients cérébro-lésés. Et si on prend l'exemple des méningites bactériennes, par exemple, on voit qu'à peu près 25% des patients ont une clairance rénale augmentée à la phase aiguë, hein, donc avec des clairances en UV sur P qui peuvent monter à 180, 200, 220 millilitres par minute. Alors pourquoi ça c'est important? Parce que ces altérations pharmacocinétiques qui sont fréquentes chez les patients de réanimation, elles vont avoir des conséquences potentiellement cliniques. Donc il faut au moins garder ça en tête. À la phase très aiguë sur la gauche de la diapositive, hein, vous avez des altérations qui sont liées au sepsis, à l'infection, avec donc une augmentation du débit cardiaque, une fuite capillaire. Vous avez une augmentation du volume de distribution, vous avez une clairance rénale qui va être augmentée, et ça, donc à posologie fixe, ça s'associe à des concentrations sériques basses. Rappelez-vous que vous devez traiter une infection neuroméningée, hein, donc il faut raisonnablement être efficace en termes d'objectifs de concentration. Et donc, ça peut poser problème pour ces infections qui sont, par définition, sur des sites qui sont difficiles à atteindre. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est chez les patients âgés, comorbides, insuffisants rénaux notamment, vous avez une clairance rénale qui est altérée de base ou qui peut s'altérer très rapidement du fait de l'agression et du sepsis. Et à posologie standard, vous allez vous retrouver dans des concentrations élevées qui sont associées à une certaine neurotoxicité, notamment encéphalopathie et risque de crise pour les bêta-lactames. Donc attention à la façon dont vous allez prescrire ces antibiotiques, et notamment après quelques heures, après quelques jours, sur des posologies très élevées. Le plus souvent, une fois les examens récupérés, c'est-à-dire vous avez fait la ponction lombaire avant antibiothérapie, vous avez un examen direct, une culture, vous allez avoir une CMI pour le pathogène, par exemple pour le streptocoque pneumoniae, vous allez pouvoir désescalader l'antibiothérapie initiale, évoluer vers une monothérapie, et on peut dire simplement que la plupart des patients vont être traités par amoxicilline ou céphalosporine de troisième génération pour une durée relativement courte, hein, c'est 5 à 7 jours pour le méningocoque, 10-14 jours pour le pneumocoque, et puis des durées plus longues pour les autres pathogènes, enfin pour le listeria, 14 à 21 jours. Donc c'est des choses qui sont relativement standardisées. Alors, question sur les corticoïdes, puisqu'on a vu que notre patient a reçu des corticoïdes à la phase initiale, et donc vous allez me dire, je vais tester un petit peu vos connaissances, à propos des corticoïdes, laquelle ou lesquelles de ces propositions est ou sont justes, et donc on va les lire ensemble, hein. Ils sont indiqués dans les méningites bactériennes, ils réduisent la mortalité uniquement pour le méningocoque, ils réduisent la mortalité pour le pneumocoque, ils sont associés à une réduction des séquelles neurosensorielles. La durée de traitement standard chez l'adulte est de 8 jours. Alors, je regarde un peu le chat qui s'anime doucement. BCD, donc efficace pour le méningo, efficace pour le pneumocoque, séquelles neurosensorielles. AD, donc ils sont indiqués. Donc, je pense que ça, vous êtes dans le juste, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent répondre? S'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent répondre sur le chat, on va avancer, il n'y a pas de problème. Et donc, je vous montre cette étude randomisée qui a été faite chez l'adulte il y a quelques années, qui a regardé l'impact d'un traitement par dexaméthasone en traitement adjuvant aux antibiotiques versus placebo
pour le pronostic neurologique d'une part et la mortalité d'autre part. Donc deux endpoints qui vous sont rappelés ici sur ce tableau, et vous voyez que le risque de pronostic défavorable, le risque relatif est réduit significativement dans le bras dexaméthasone par rapport au bras placebo, 15 versus 25%. La mortalité est diminuée là aussi, 7 versus 15%, avec un risque relatif à 0,48. Et vous voyez effectivement que le sous-groupe des méningites à pneumocoque semble le seul à bénéficier de cette réduction de mortalité. Quand vous prenez le méningocoque, par exemple, vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative. Mais c'est des analyses de sous-groupes, ce sont des analyses post-hoc qui donc méritent d'être discutées, mais qui ne permettent pas forcément de conclure. Et dans ce contexte, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les patients avec méningite à méningocoque, dans cette étude, on n'arrêtait pas la corticothérapie en fonction du pathogène. Donc tous les patients ont reçu de la dexaméthasone, 10 mg x 4 pendant 4 jours, ou du placebo. Et donc, ces analyses de sous-groupes post-hoc sont un petit peu de l'interprétation qu'on voit parfois dans les recommandations. Alors, dans les éléments qui sont importants, sur la mortalité, on a une réduction relative à 0,90, donc c'est la limite de la significativité. Chez l'adulte, on est à 0,74, donc ça va dans le bon sens, donc c'est protecteur, mais avec un effet qui est, NS stricto sensu. Et quand on regarde, donc, ça semble être le pneumocoque, effectivement, dans les méta-analyses qui en bénéficient. Et il y a en termes de mortalité, et il semble avoir un effet sur les séquelles neurosensorielles, donc les troubles de l'audition notamment, indépendamment de la cause, et les séquelles neurologiques. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent en termes de pronostic, et notamment de pronostic fonctionnel chez les survivants. Alors, dans ces recommandations européennes, il vous est rappelé que la dexaméthasone est recommandée pour tout le monde, 10 mg x 4 pour 4 jours, chez les patients hospitalisés dans des pays high income, c'est-à-dire des pays développés avec un haut niveau d'accès, notamment au traitement de réanimation. Et donc, il faut instaurer la dexaméthasone avec la première dose de traitement antibiotique. C'est clairement une recommandation de grade A. Alors, en termes de prise en charge en réanimation, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a certaines complications que vous devez connaître et qui sont en fait vraiment la problématique des réanimateurs qui prennent en charge les méningites à la phase aiguë. La deuxième chose, c'est que la plupart des études qui décrivent ces complications sont des études qui sont faites en population globale et donc ne reflètent pas forcément la prise en charge que vous allez être amené à discuter, spécifiquement pour les malades les plus graves. Mais en tout cas, c'est la littérature disponible. Et donc, on va voir ce qui est un petit peu important et voir ce qu'on peut discuter ensuite. Alors, dans les choses qui sont majeures, mais ça, vous l'avez compris, il ne faut pas perdre de temps. Sur la prise en charge initiale, donc ça c'est des recommandations anciennes, mais qui sont probablement encore d'actualité parce que la prise en charge des méningites bactériennes n'a pas beaucoup changé. Il y a un point important qui est fait notamment donc, sur la prise en charge des axos que vous connaissez, notamment la lutte contre l'hypertension intracrânienne, donc le positionnement du patient, éviter absolument l'hypoxémie, l'hypo ou l'hypercapnie, la prise en charge circulatoire en évitant absolument l'hypotension artérielle et la prise en charge et la détection des complications les plus fréquentes qui sont en fait l'œdème cérébral d'une part et puis d'autres complications, des complications cérébrovasculaires, des complications obstructives, hydrocéphalie notamment, et des complications à type de convulsion. Alors, parmi les deux complications neurologiques suivantes, je vous pose une petite question, lesquelles sont les plus fréquemment observées au cours des méningites à pneumocoque ? On va prendre l'exemple des méningites à pneumocoque graves hospitalisées en réa, par exemple. Est-ce que vous avez une idée de la prévalence de chacune, ou en tout cas de la prévalence relative de chacune de ces complications par rapport aux autres ? Alors, je regarde si le chat s'anime, j'ai l'impression que... Pour l'instant, vous réfléchissez, n'hésitez pas, il n'y a pas de...
pas grave si vous ne savez pas exactement les choses, on va les revoir et c'est l'intérêt de ces présentations. Alors, je vois BE, CE, AC. Alors, BE, ouais, CE, AC. Alors, pour ça, il y en a un seul qui a bon. Il va se reconnaître et donc on va discuter. Donc, je vais vous apporter des éléments de réponse avec la présentation. Donc, la première chose en réanimation, enfin, une des premières choses, une fois que les choses ont été faites correctement, c'est-à-dire les prélèvements ont été faits, l'antibiothérapie, les corticoïdes ont été débutés, l'admission en réanimation est faite, hein, ce qu'il faut retenir, et notamment pour les méningites présumées à pneumocoque, c'est qu'il faut, chez les patients qui ont un trouble de conscience, réaliser une imagerie cérébrale. Alors, vous voyez, c'est un CT scan, hein, donc on est sur du scanner cérébral standard, scanner injecté. Pourquoi? Pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est qu'il y a un nombre de patients faible, mais que vous ne pouvez pas rater, qui ont d'emblée une complication qui va justifier une prise en charge neurochirurgicale. Ces patients-là, hein, vous voyez, c'est les patients qui arrivent en hydrocéphalie aiguë, c'est les patients qui ont des empièmes ou des abcès avec de l'effet de masse. Donc, dans cette série, vous voyez que c'est peu de patients, si on prend l'admission et le séjour en réanimation, c'est à peu près 5% des patients, donc ce n'est pas énorme. Mais très clairement, ceux-là, il faut un traitement neurochirurgical urgent et c'est des choses que vous allez identifier avec le scanner. Le deuxième point que vous voyez, c'est qu'un nombre non négligeable de patients ont un scanner anormal. Hein, vous voyez, 40 à 50% des malades ont un scanner anormal. Infarctus cérébral, 9% des patients à l'admission, 17% pendant le séjour et à l'admission. Donc, c'est de loin, c'est la complication intracrânienne la plus fréquente. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Donc, c'est l'ischémie cérébrale qui peut être présente d'emblée ou secondaire. Donc, rechercher ces complications cérébrovasculaires fréquentes. L'œdème cérébral diffus, 10 à 12% des patients. Vous voyez, ce n'est pas que des malades de réanimation, mais c'est des choses qui sont plus pas rares. Et puis donc le troisième point que je vous disais, donc premier point, urgence neurochirurgicale, deuxième point, détecter les complications cérébrovasculaires, troisième point, rechercher une porte d'entrée. Hein. Vous savez que, notamment dans la méningite à pneumocoque, un nombre non négligeable de patients ont des facteurs de risque. Pour les facteurs de risque, il y a les antécédents de trauma crânien, de brèche ostéoméningée, il y a les infections ORL compliquées, sinusite ou otite, et vous voyez par exemple dans ce travail, où il y a quand même 300 scanners qui sont interprétés, il y a 20% à peu près des patients qui ont une porte d'entrée ORL identifiée et donc qui va peut-être nécessiter une prise en charge complémentaire. OK. Alors voilà les images que vous pouvez être amené à voir. Hein. Ça, c'est une hydrocéphalie aiguë classique obstructive qui va nécessiter une dérivation ventriculaire externe. Un empième cérébral, donc là aussi un patient du service avec, vous voyez, une sinusite frontale avec un comblement du sinus frontal droit. Ici, un empième qui apparaît de manière hypodense au scanner avec un certain degré d'œdème cérébral à droite. Hein. Vous voyez qu'il n'y a absolument pas de visibilité résiduelle des sillons. Il y a un début d'infarctus avec une hypodensité que vous voyez ici postérieure. Et puis, en fait, sur l'IRM cérébral, il y a, sur les différentes séquences que vous connaissez, la collection en T1 injectée que vous voyez apparaître, la collection extracrânienne, que vous voyez aussi très bien sur le flair, et puis des infarctus de contiguïté avec une ischémie cérébrale dans le territoire sylvien. Donc, très clairement, ces complications intracrâniennes, ça grève le pronostic neurologique, il va falloir savoir les détecter. Dans les choses qui sont importantes, il y a l'œdème cérébral que vous allez pouvoir là aussi diagnostiquer au scanner. Donc, je vous montre le scanner du patient que vous prenez en charge depuis le début de la présentation. Donc, il a été intubé depuis, hein, comme vous voyez. Son scanner à la phase aiguë chez ce patient, donc, qui s'est un petit peu dégradé sur le plan neurologique, vous voyez que vous ne voyez pas grand-chose, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous avez du mal à différencier les structures de substances grises. Les sillons corticaux sont peu visibles. Et surtout, vous voyez peu ou pas les citernes de la base. Donc, je vais vous remontrer cette diapo animée où vous voyez en fait la perte complète, hein, ici au niveau prépontique, des citernes de la base qui sont normalement pleines de LCR, donc noires. Donc ça, c'est de l'œdème cérébral diffus. Ça peut justifier une prise en charge particulière de neuroréanimation plus agressive dans des cas spécifiques. Le message, c'est quand vous voyez ce type d'imagerie au scanner, il faut probablement
il faut avoir une évaluation multimodale, hein, donc l'imagerie, c'est une chose, la perfusion cérébrale, c'est une autre chose, le Doppler transcrânien doit être systématique. Les choses qui vont vous alerter sur les artères cérébrales moyennes, donc MCA, c'est Middle Cerebral Arteries, c'est les valeurs diastoliques basses, en pratique inférieure à 20, et l'index de pulsatilité qui est supérieur à, enfin qui est élevé, hein, supérieur à 1,4. Et dans ces contextes-là, il faut parfois discuter la prise en charge invasive avec neuromonitoring de pression intracrânienne. Enfin, c'est un sujet qui fait débat dans les méningites à pneumocoque, et le plus souvent, les patients n'en ont pas besoin. Et on n'est pas dans ces situations-là, hein. Vous avez vu, c'est une proportion relativement faible de patients à l'admission, 10 à 12% de cette série multicentrique nationale. Deuxième complication intracrânienne la plus fréquente, hein, donc après l'ischémie cérébrale, c'est les convulsions, qui sont finalement observées dans 15 à 20% des cas des méningites bactériennes. Les facteurs de risque, c'est le fait d'avoir des facteurs prédisposants, bien sûr. Donc, c'est quoi? C'est l'âge, les lésions cérébrales préexistantes, le fait d'être épileptique connu, bien évidemment. Et des facteurs de phase aiguë qui sont l'inflammation, que ce soit une inflammation systémique ou une inflammation neuroméningée, on pratique la cellularité du LCS. L'existence de lésions structurelles aiguës cérébrales, donc comme vous avez vu sur les diapositives précédentes, hein, le fait d'avoir un infarctus à la phase aiguë, d'avoir une atteinte corticale, un ampième, et l'étiologie pneumococcique par comparaison aux autres étiologies. Alors, il n'y a pas d'indication à la prophylaxie antiépileptique primaire, hein, comme vous le savez. Néanmoins, les auteurs s'accordent à dire qu'il faut avoir un seuil relativement bas pour débuter un traitement anticonvulsivant chez les patients qui ont une suspicion clinique de crise. Alors, c'est un peu évasif tout ça, hein, mais retenez que les convulsions sont relativement fréquentes, et donc il faut savoir y penser, y repenser et les évaluer, donc notamment cliniquement et avec des EEG répétés chez les patients somnolents. Donc voilà pour la deuxième complication. En parlant d'EEG, il y a finalement peu de recommandations à ce niveau-là, hein, mais chez les patients qui ont des méningoencéphalites inexpliquées, l'EEG est recommandé pour éliminer des crises non convulsives, hein. NCS, c'est Non-Convulsive Seizures. Et elles sont aussi recommandées, il est aussi recommandé pour la pronostication, mais avec un niveau de preuve qui est relativement bas, hein. Donc c'est plus finalement, il y a peu de données, hein, pour s'orienter sur ce type de problématique. Voilà le type d'IRM que vous pouvez être amené à observer, enfin à réaliser chez les patients qui ont un réveil ou un état neurologique préoccupant malgré le contrôle de l'infection. C'est-à-dire le patient a été traité en réanimation pendant 10 jours, le LCR, si vous l'avez recontrôlé, il est stérilisé, réveil imparfait ou encéphalopathie persistante, vous allez à l'IRM cérébral pour la pronostication et vous voyez des lésions ischémiques diffuses, bilatérales en tout cas, plutôt postérieures, qui sont restreintes en diffusion sur la cartographie ADC, qui signe de l'ischémie cérébrale, qui encore une fois peut être présente d'emblée ou secondairement et qui est encore une fois de loin la complication la plus fréquente. Alors, un exemple clinique, hein, pour discuter, donc c'est un patient de 35 ans, c'est un autre patient, une méningite à pneumocoque prise en charge initialement, corticoïdes, antibiotiques, une hémiparésie à J3 après l'admission en réanimation. Vous voyez l'IRM cérébrale qui est faite avec une restriction de diffusion, un hypersignal diffusion et une restriction de l'ADC, donc des lésions ischémiques récentes, hein. L'intérêt du scanner injecté à la phase aiguë, c'est éliminer une collection, une complication intracrânienne, un abcès ou un ampième. Vous voyez que les hypodensités persistent. L'IRM va faire le diagnostic d'ischémie cérébrale. Malgré le contrôle de l'infection, il y a des lésions cérébrales de vascularite ou de vasculopathie extensive qui sont observées avec un patient qui a un état neurologique extrêmement préoccupant à J10. Alors, je regardais juste le chat s'il y avait des questions supplémentaires. Alors, quel délai on se donne pour réaliser une imagerie par IRM en cas de non-amélioration des symptômes neurologiques? Alors, c'est une très bonne question que je pense que vous vous posez toutes et tous, hein. C'est l'IRM au cérébral en réa, c'est toujours un peu compliqué de savoir quelle est la vraie indication. Et donc,
à la phase aiguë, un patient qui évolue bien, qui a eu un scanner cérébral, vous avez contrôlé la porte d'entrée, il est traité efficacement, on va dire simplement, il n'y a pas d'indication à lui faire une IRM cérébrale en urgence, bien évidemment. Un patient qui a une encéphalopathie, donc on va dire coma ou retard de réveil, je n'aime pas trop ce terme, mais en tout cas encéphalopathie, donc patient qui est hyporéactif, malgré l'arrêt de la sédation, qui a été traité correctement, un patient qui a des signes focaux, un patient qui a convulsé, il doit avoir une IRM cérébrale. Donc, au cas par cas, 6 signes focaux, retard de réveil, entre guillemets, ou convulsion, je pense que là, l'indication, elle est forte, elle est importante. Après, l'IRM, elle a aussi une meilleure sensibilité pour certaines complications, hein, notamment l'ischémie cérébrale, petite taille, pour les ampièmes de petite taille, là aussi, des ampièmes qui sont pris en défaut par le scanner, ou qui sont mal individualisés. Et ce qu'il faut retenir, hein, c'est que la méningite à pneumocoque, hein, c'est une maladie, vous avez compris, la physiopathologie, c'est une dissémination le plus souvent hématogène avec une bactériémie. Et donc, c'est un processus qui met en jeu l'endothélium et la vascularisation cérébrale. Et donc, vous devez non seulement faire une imagerie parenchymateuse, mais vous devez imager les vaisseaux. Donc, en pratique, si vous faites un scan, vous faites un angioscanner cérébral pour 2 raisons. Si vous mettez en évidence de l'ischémie, vous pouvez mettre en évidence de l'ischémie avec donc une occlusion artérielle, et puis vous pouvez apprécier le calibre des vaisseaux, voir s'il y a de la vasculopathie, s'il y a de la vascularite associée, ce qui est une complication qui est peu fréquente, hein, mais qui est dramatique. Et donc, si vous faites une IRM cérébrale, hein, par définition, vous avez systématiquement dans les protocoles de phase aiguë de la diffusion et un TOF, hein, donc une IRM qui vous permet d'imager les artères cérébrales et donc qui vous renseigne sur la vascularisation cérébrale. Voilà, donc encore une fois, c'est imagerie, scanner pour tout le monde, angioscanner ou IRM cérébrale, donc dans des cas précis. Donc j'espère que ça répond au moins partiellement à la question, parce que ce n'est pas des recommandations fortes, hein, qui dans les guidelines, c'est des choses qui sont extrêmement peu abordées, hein, donc qui sont très évasives. Et donc il y a probablement un petit peu de travail à faire. Je vous montre le cas clinique d'un patient avec une sténose intracrânienne, donc une vasculopathie réversible. Donc, c'est un patient de 59 ans qui était admis en réanimation pour troubles de conscience, fièvre et signes méningés. Méningite à pneumocoque avec initialement traité correctement, corticoïdes, antibiotiques, et qui se dégrade brutalement à J8 de traitement, avec l'IRM que vous voyez ici, hein, donc les séquences flair en A, diffusion en B, la perfusion cérébrale en C, qui ne sont pas complètement normales, hein. Donc, ce que vous voyez surtout, en fait, il y a une asymétrie au niveau du cortex en A, hein, qui est très asymétrique par rapport à la droite, hein, du côté gauche. Vous avez un temps de transit artériel, donc la perfusion qui est ralentie, hein, donc c'est le temps de transit qui est observé, qui est augmenté, pardon, d'accord. Donc la vitesse est ralentie, et donc vous avez une hypoperfusion hémisphérique gauche, avec une asymétrie très nette sur le polygone de Willis que vous voyez ici en vue supérieure, avec au niveau du segment M2, M3, une raréfaction de la vascularisation sylvienne. Donc ce patient, quelle est la conduite à tenir dans ce contexte? On peut être devant une maladie infectieuse qui n'est pas contrôlée, donc on va recontrôler les choses, refaire une ponction lombaire pour s'assurer du caractère stérile du LCR. On va, par l'imagerie, s'assurer qu'il n'y a pas de collection intracrânienne persistante. Et si l'inflammation est responsable des problèmes, hein, c'est-à-dire qu'il y a une vascularite, mais l'infection est contrôlée, on peut discuter un traitement par corticoïde, par bolus. Et donc, c'est ce qui a été fait. Ce patient donc, a eu une IRM de suivi avec, vous voyez, la vascularisation cérébrale qui est ici totalement restaurée. Il garde une petite séquelle sylvienne, mais pas grand-chose de plus, comme vous le voyez. Donc ça, c'est une complication relativement rare, mais qu'il faut savoir identifier. Et donc, vraiment, l'algorithme, là, l'IRM cérébrale, elle est centrale. Vous voyez aussi qu'il y a une prise de contraste qui est très asymétrique à la phase aiguë, à J8, là, sur l'hémisphère gauche, sur le T1 injecté, qui est la séquence en bas à droite, donc labellisée la lettre E. Voilà pour ces complications. Alors, dans les autres choses importantes, hein, pour terminer sur la prise en charge de phase aiguë des méningites bactériennes,
Retenez que le pronostic neurologique, ce n'est pas que la mortalité, ça vous le savez, hein. La mortalité ici, c'est une série de méningites foudroyantes, enfin fulminantes, hospitalisées en réanimation. 40 malades, à 1 an, il n'y a que 20% qui n'ont pas de séquelles neurologiques observées sur l'échelle de Rankin, et il y a 40% de mortalité, 38% des patients qui sont vivants mais avec des séquelles modérées à sévères. Alors, retenez, donc pour la réanimation et la phase aiguë, hein, le problème principal, c'est le streptocoque pneumoniae, l'antibiothérapie initiale, les corticoïdes adjuvants, bien entendu, la prise en charge multimodale et adaptée des complications neurologiques potentielles, donc justifie le plus souvent une admission en USC, au moins, ou en réanimation dans les cas les plus graves, et 20% des patients comateux seulement ont une récupération complète, ce qui souligne l'importance de l'évaluation à long terme de ces patients. Alors, on va terminer par les encéphalites à LCR clair, hein, donc on a évoqué en tout début de présentation. Et donc, qu'est-ce qu'il faut savoir pour la prise en charge initiale? Eh bien, sachez que c'est, vous le savez, que c'est une maladie infectieuse le plus souvent. Ça, c'est une étude multicentrique britannique qui a été faite il y a quelques années. 42% des encéphalites à LCR clair sont de cause infectieuse, 20% sont de cause auto-immune et 37% des encéphalites à LCR clair sont de cause indéterminée. Alors, je vais vous poser une petite question sur les encéphalites virales. Parmi les virus suivants, est-ce que vous savez lesquels sont les 3 plus fréquents, donc le top 3 des causes virales, toutes catégories de patients confondues? Donc j'ai mis SARS-CoV-2 parce qu'on est obligé de parler du SARS-CoV-2 dans les présentations. Allez, plus sérieusement, je regarde les réponses sur le chat. ABC. Est-ce que des personnes ont d'autres HSV, VZV entéro? Eh bien, on a la bonne réponse. JB. Et effectivement, donc sur le plan épidémiologique, hein, c'est HSV, VZV, donc les herpès virus, HSV et VZV sont les plus fréquents. L'entérovirus, notamment donc, du fait du caractère épidémique et des études faites chez l'enfant, beaucoup moins fréquent chez l'adulte. Et le CMV, ça existe, hein, c'est une cause exclusivement observée chez les immunodéprimés, et c'est une cause observée en cas d'immunodépression très profonde, donc c'est relativement rare. SARS-CoV-2, ça donne des manifestations neurologiques, mais le plus souvent, ce ne sont pas des manifestations neurologiques invasives, hein, c'est de l'encéphalopathie. Alors, les virus les plus fréquents, ce qu'on disait, c'était les virus neurotropes, hein, HSV, VZV, ça c'est l'encéphalite herpédique typique, avec l'atteinte temporale que vous connaissez tous, hein, ici sur une séquence flair. C'est une lésion inflammatoire, œdémateuse, bilatérale, asymétrique, qui peut être, un petit peu prise en défaut à la phase aiguë, mais globalement, les IRM sont très sensibles pour le diagnostic, et donc c'est un élément diagnostique important donc dans l'encéphalite de faire une imagerie cérébrale. Ce que vous voyez dans les causes chez les patients immunocompétents, hein, c'est qu'après l'encéphalite herpétique, qui ici chez l'immunocompétent rend compte de 22% des causes, dans le top 3, vous avez des maladies qui sont des maladies auto-immunes, encéphalite aiguë disséminée ou encéphalite associée aux auto-anticorps, qui sont la deuxième et la troisième cause la plus fréquemment identifiée dans cette cohorte. Alors, dans les choses qui sont importantes pour s'orienter devant une encéphalite à LCR clair, hein, c'est les données épidémiologiques, histoire médicale, immunodépression, prise médicamenteuse, le contexte saisonnier épidémique, les voyages récents, les contacts avec certains vecteurs, animaux ou insectes, et le fait d'avoir été vacciné récemment peuvent être des triggers ou des éléments épidémiologiques qui vont vous permettre de vous orienter. Les signes cliniques les plus importants, hein, retenez que globalement il y a 2 types de signes, hein, la présentation neurologique isolée ou associée à des signes extraneurologiques, atteinte respiratoire, atteinte cutanée, atteinte abdominale, et donc qui peut soit être le fait d'une infection disséminée à d'autres organes, soit le fait d'une maladie systémique avec atteinte multi-organes, et donc qui vont vous permettre notamment d'avoir accès à d'autres examens complémentaires que les classiques examens dédiés au système nerveux central, que sont l'IRM cérébral, l'analyse du LCR et le EEG. Les autres examens sont à discuter en routine, et la biopsie cérébrale, hein, est un examen qui est
positionnée extrêmement tardivement dans la prise en charge, hein, qui est en général très rarement fait maintenant à l'ère de la biologie moléculaire et de la métagénomique notamment. Alors l'encéphalite virale, comme vous le savez, c'est une encéphalite ALCR claire. La cellularité est élevée, mais modérément élevée, c'est quelques dizaines, quelques centaines d'éléments. C'est une prédominance de lymphocytes. Le ratio LCR sur 100 de la glycorachie, donc classiquement, est normal. Et vous avez une protéinorachie qui est, encore une fois, modérément augmentée. Dans des contextes très particuliers, hein, c'est l'hypoglycorachie franche, hein, donc 25 à 30% en termes de ratio, peut orienter vers une cause non virale, donc, si vous avez des lymphocytes et un LCR clair, hein, c'est-à-dire une cause fongique ou mycobactérienne. Donc dans ces paramètres, hein, rien n'est parfaitement sensible et parfaitement spécifique, vous l'avez compris. Le paramètre le plus important, hein, probablement, c'est la cellularité d'une part, bien sûr, mais surtout la glycorachie et ce fameux ratio LCR sur 100 qui, quand même, est très discriminant dans certaines études. La ponction lombaire, si le LCR est clair, il va falloir prélever beaucoup de LCR, hein, au moins 120 gouttes, 1 ml pour la biochimie, 5 ml pour la microbiologie, avec des examens qui vont être réalisés dans différents laboratoires. Il faut savoir conserver le LCS à plus 4, puis à moins 80 degrés si possible, pour faire d'autres examens, et notamment des examens d'immunologie qui peuvent être parfois envoyés très rapidement quand la suspicion clinique est forte. Alors, en l'absence d'orientation étiologique, les recommandations nous disent, hein, que le traitement initial doit associer de l'acyclovir à dose neuroméningée, 10 mg par kilo par 8 heures, rapidement, donc, tout tableau de confusion fébrile inexpliquée, acyclovir, le temps de récupérer les premiers éléments, hein, si vous avez une encéphalopathie, une atteinte à l'imagerie cérébrale, si vous avez une méningite lymphocytaire, acyclovir, amoxicilline, adapter les posologies à la fonction rénale. Et encore une fois, l'important, c'est de ne pas laisser un traitement prolongé, c'est de réévaluer les choses à 24-48 heures avec les premiers résultats et en fonction ou pas de la suspicion clinique. Ici, un tableau clinique classique, un homme de 27 ans, confusion, fièvre à 38,7, il arrive aux urgences, il a une PL qui est lymphocytaire, 80 éléments, une protéinorachie à 0,8 g par litre, une glycorachie qui est normale. L'IRM cérébrale, elle est à réaliser en première intention. Pourquoi? Parce qu'on suspecte une encéphalite, et quand on suspecte une encéphalite, on veut faire de l'imagerie cérébrale. Le scanner, vous voyez ici, qui est fait d'emblée, est absolument pas informatif. L'IRM cérébral retrouve un hypersignal caractéristique, temporaux, frontaux, insulaires, sur les séquences de diffusion au milieu et flair à droite, hein, qui sont des séquences qui sont extrêmement sensibles à l'œdème. Et bien sûr, ce patient va être traité d'emblée par acyclovir à posologie adaptée. Vous avez une suspicion forte d'encéphalite herpétique qui sera confirmée par la PCR. L'EEG peut aussi mettre en évidence des signes de dysfonction ou d'atteinte encéphalitique ou encéphalique, notamment par la mise en évidence de décharges périodiques, hein, les PEDS, qui sont ici mis en évidence sur la partie gauche du tracé, et qui sont, dans le contexte, très évocateurs d'atteinte encéphalitiques, notamment du groupe herpès. Alors, ces décharges périodiques, elles se voient dans d'autres contextes. Elles ne sont pas spécifiques non plus de l'herpès. Hein, elles sont associées à l'étiologie herpétique, mais elles sont associées à un mauvais pronostic. Alors, l'herpès, dans les choses importantes, hein, le but, ce n'est pas de faire le diagnostic des formes typiques. Je vais répondre à la question sur le chat juste après. Le but, ce n'est pas de faire les diagnostics des formes typiques, parce que ça, si vous y pensez, la confusion fébrile avec la méningite lymphocytaire, les signes focaux, et l'IRM anormal, hein, mais c'est se rappeler qu'il y a des formes frustres, notamment chez les immunodéprimés et les sujets âgés. Pas de fièvre dans 10 à 15% des cas, un LCR acellulaire dans 10 à 15% des cas, un scanner initial normal dans un tiers des cas, donc vous vous trompez dans un cas sur 3 à peu près. L'IRM cérébral est le plus souvent anormal, moins de 10%, hein, dans une étude qu'on a faite, c'était même 2% d'IRM cérébral anormal, donc c'est normal, pardon, donc c'est le plus souvent un élément diagnostique important. Et la PCR HSV peut être négative au début des symptômes. Alors, faut-il refaire une PL et une PCR HSV à 48 heures si la première est négative? Donc, c'est une question qui est extrêmement pertinente.
Là aussi, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, ou comme vous l'avez en tête probablement, la PCR peut manquer de sensibilité, notamment quand elle est faite précocement par rapport au début des symptômes neurologiques. Donc très simplement, si vous avez une suspicion clinique forte, que l'APL est faite tôt, c'est-à-dire dans les 4 jours suivant le début des symptômes neurologiques. Quand je dis une suspicion forte, ça veut dire que vous avez fait le tour du problème, c'est-à-dire que vous avez fait une ponction lombaire initiale, il y a une méningite, la première PCR HSV négative. Mais comme vous suspectez une encéphalite, vous n'êtes pas arrêté à la ponction lombaire, vous avez fait une imagerie cérébrale de type IRM, vous avez fait un EEG. Et la suspicion clinique est forte parce que soit l'IRM, soit l'EEG, soit les deux montrent une atteinte temporale ou montrent des anomalies de signal. Il a une encéphalite, vous ne voyez pas trop ce qu'il peut avoir d'autre. Il faut refaire la PLAJ4. Donc vous allez maintenir la cyclovir et refaire la ponction lombaire. Si vous avez le même tableau, mais que l'IRM cérébral est strictement normal, que l'EEG est normal, que le patient est rassurant sur le plan encéphalique, qu'il n'évolue pas sur le plan des symptômes, on peut se poser la question, chez un patient qui va bien, d'interrompre le traitement et de se dire que c'est probablement autre chose qu'une encéphalite herpétique. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question, mais retenez que l'évaluation elle doit être multimodale et si la suspicion clinique persiste, il faut savoir refaire la ponction à J4. Et chez les patients graves, on ne vous en voudra pas d'avoir traité le patient un peu par excès. Encore une fois, ce qui est grave, c'est vraiment les doses non adaptées, c'est les effets secondaires. Mais si vous faites attention à ça, en général, vous limitez ces problèmes à la phase aiguë. Alors, dans les patients de réanimation, l'encéphalite herpétique, globalement, retenez que la présentation elle est relativement bruyante. Glasgow 9, dans cette série de réanimation, des patients comateux dans 30% des cas, température 38 degrés 7, donc c'est des malades qui sont relativement fébriles, convulsions 36% des cas, état de mal épileptique 10% des cas, des signes focaux dans 15%. Forme apyrétique à l'admission en réa 25%, donc ce n'était pas négligeable dans cette série. Ponction lombaire normale sur la cellularité, la protéinorachie et faussement rassurante 6% des cas. IRM cérébral normal 2% des cas. Donc voilà, d'où l'intérêt de l'évaluation multimodale encore une fois. Pardon, voilà, hop. Donc, les choses que vous devez retenir pour les encéphalites virales, c'est la cyclovir, en fait, qui est le seul traitement antiviral recommandé pour HSV1, HSV2 ou VZV, avec des posologies qui sont un petit peu différentes et des durées de traitement qui sont différentes. Le cas simplex, c'est 10 mg kg par 8 heures pendant 14 jours chez le patient non immunodéprimé, 21 jours chez le patient immunodéprimé. Et pour le VZV, vous êtes à des posologies plus élevées, 15 mg kg par 8 heures, pour une durée de 21 jours. En l'absence d'orientation étiologique, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir une approche par différents niveaux d'investigation. Chez les patients immunocompétents, donc vous allez vous aider de l'épidémiologie, vous allez avoir des investigations particulières si le patient a voyagé ou s'il y a une saisonnalité particulière, notamment les arboviroses. Si le patient est immunodéprimé, vous rajoutez à cette liste des pathogènes. Donc, le but, ce n'est pas de tout lister, le but, c'est de comprendre la stratégie, de rechercher systématiquement des co-infections chez les immunodéprimés. Si on est sec, entre guillemets, en termes de diagnostic au bout du la première strate d'investigation, on va avoir une deuxième ligne d'investigation avec des virus qui sont plus rares ou qui sont observés chez des patients non vaccinés, donc notamment, je prends des exemples qui sont cités ici, mais le virus de la rougeole, le virus des oreillons, les adénovirus qui peuvent donner des manifestations encéphalitiques. Donc tout ça, ça se fait soit par PCR, soit moins fréquemment par sérologie. Et les examens de troisième ligne, c'est ce qu'on appelle la métagénomique, donc c'est le Next Generation Sequencing qui peut être fait chez ces patients. Un des éléments importants, c'est l'apport des PCR multiplex qui permettent de faire un screening des diagnostics de 14 pathogènes en 1 heure sur le LCR fait aux urgences, des bactéries, des virus et le cryptocoque, et donc qui permet très rapidement chez les patients pris en charge à la phase initiale d'écarter ou de faire le diagnostic de certaines encéphalites virales. Donc c'est des choses qui sont de plus en plus utilisées. Le dernier point sur lequel je veux insister, donc sur le côté méningite et encéphalite infectieuse, donc pour terminer la soirée, c'est que les causes dysimmunitaires ne sont pas rares. Elles représentent 20% des causes
chez le patient de réanimation, 20% des encéphalites comment dire, caractérisés, pardon, tout mode d'hospitalisation confondu, hein, si on reprend l'étude que je vous ai montrée. Pour les patients de réanimation, c'est un petit peu moins que ça, hein, c'est autour de 15%. Et donc, c'est un diagnostic différentiel qu'il faut savoir évoquer rapidement après exclusion des causes infectieuses classiques. Donc, c'est vraiment basé sur l'IRM, le LCR et le EG. Et on va discuter de l'immunothérapie à la phase aiguë. Et donc, ce que vous retenez, hein, c'est que c'est l'IRM cérébral, c'est le pattern IRM qui peut être évocateur. Donc, sans rentrer dans les détails, encore une fois, l'importance de l'IRM, un pattern en IRM normal, une atteinte limbique, donc bitemporale interne, une atteinte inflammatoire aiguë comme ça, donc les 3 patterns sur la droite de la diapositive, suggèrent une étiologie dysimmunitaire. Vous avez à gauche l'atteinte classique de l'encéphalite herpétique par comparaison, qui est focale, œdémateuse, inflammatoire, bilatérale, asymétrique. Donc, on n'a pas le temps de rentrer ce soir dans la sémiologie de l'imagerie, mais vous avez déjà eu un cours par le docteur Marie Cantier il y a quelques semaines, donc je pense que vous êtes maintenant des pros de l'IRM cérébral. Je serai bien sûr disponible pour en discuter avec vous, si vous le souhaitez. Mais retenez qu'encore une fois, la contribution diagnostique très importante de l'IRM dans ce contexte. Et donc, dans les encéphalites dysimmunitaires, celles qu'on observe le plus en réanimation, je vous renvoie à cette revue qui est très bien faite, c'est les encéphalites donc, qui sont décrites sur la gauche de la diapositive, qui sont ces encéphalites associées à la présence d'anticorps produits par l'organisme, qui sont anticorps qui sont dirigés contre des antigènes dits de surface, qui sont en fait des récepteurs membranaires. Et l'encéphalite la plus connue, c'est l'encéphalite à anticorps anti-NMDA récepteur, qui est maintenant bien connu des réanimateurs. Voilà, pour terminer sur les encéphalites infectieuses, retenez que c'est essentiellement des encéphalites virales auxquelles vous allez être confrontés. Les virus les plus pertinents, c'est HSV et VZV, donc les virus neurotropes, parce qu'ils justifient un traitement par acyclovir intraveineux, qui doit être débuté dès la suspicion clinique, et donc dans les recommandations, c'est dans les 6 heures suivant l'admission, ce qui vous laisse le temps de faire la ponction lombaire, une imagerie, de récupérer le LCR. Les autres causes sont moins fréquentes et sont le plus souvent chez des patients immunodéprimés ou des patients qui ont des facteurs géographiques, donc des voyages notamment prédisposants. L'encéphalite, le diagnostic, l'algorithme, il est basé sur l'IRM cérébral et la PCR. Et pensez toujours que les causes non infectieuses, auto-immunes, doivent être évoquées, notamment s'il n'y a pas de cause infectieuse évidente et un tableau neurologique relativement grave. Voilà, écoutez, il est 20h07 ou 20h08. Je vous propose qu'on s'arrête là, puisqu'on a tout juste dépassé le temps de parole, mais on est à peu près dans les temps. Si vous avez encore un petit peu d'énergie pour une ou deux questions, eh ben, je suis bien sûr disponible, donc je regarde le chat. Pour l'instant, il n'y a pas de questions particulières. Je vais remettre ma vidéo comme ça, c'est peut-être un petit peu plus convivial. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, vous êtes fatigué, et vous avez raison d'être fatigué. Hein. Il est 20h. Mais écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Moi, je suis bien sûr disponible par mail si vous avez voilà, des choses à discuter au décours de la présentation. Donc, romain.sonneville@aphp.fr. Si vous souhaitez avoir les diapos, il n'y a pas de problème. Je crois que de toute façon, les topos sont enregistrés, donc vous y avez accès, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et bien, j'en profite pour vous souhaiter une bonne rentrée dans vos nouveaux services de réanimation, j'imagine, pour la plupart d'entre vous, à toutes et à tous. Et puis, au plaisir de vous revoir dans un webinar prochain. Voilà, bonne soirée. Ciao, ciao.